bienvenue dans votre émission, bienvenue dans votre émission, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla, La Réunion Léla, La Réunion Léla. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. En tout cas, on espère que vous avez passé une très belle journée, que la soirée sera tout aussi belle. En tout cas, nous, on va feuilleter quelques livres avec Gaël Guiton. On est dans Culture et Patrimoine. Gaël Guiton, bonsoir. Bonsoir. L'homme... Non, la femme. Aux 300 livres. L'homme, je dis, finalement, c'est vrai que quand on parle d'écrivains, souvent on parle des hommes, mais on voit moins la femme, et pourtant la femme réussit quand même beaucoup mieux dans l'écriture aujourd'hui. Oui, mais vous savez que dans les meilleures ventes, c'est des hommes. Malheureusement, dans les meilleurs vendeurs de livres, c'est dans l'année 2018. Dans les polars, dans les romans Alors, nous avons Guillaume Musso, qui est très connu. Psychothérapeute, oui. Non, il était prof, il était professeur, je crois, Guillaume Musso, si je ne me trompe pas. Donc, il s'est lancé dans l'écriture, très connu. Et il est le plus gros vendeur de livres dans l'année 2018. Et si je ne me trompe pas, c'est Michel Bussy qui est deuxième et Joël Dicker qui est troisième. Donc, dans les trois premiers, nous avons des hommes. D'accord. On va quand même dire qu'il y a eu quand même quelques femmes qui ont écrit, quelques femmes célèbres dans l'écriture, Agatha Christie, Rowling, J.K. Rowling. Pour le grand Harry Potter. Pour Harry Potter, les femmes ont quand même montré qu'elles savaient écrire, qu'elles avaient... Et pour moi, celle qui reste la plus grande, ça reste George Sand, et on parlera pas des lettres. Non, on va éviter de parler de classique, parce que je voudrais parler de littérature jeunesse aujourd'hui. Alors, lorsqu'on parle de littérature jeunesse aujourd'hui, puisqu'on aborde les vacances... Oui, c'est ça. D'abord, comment on incite un enfant à lire ? Je pense que ça commence depuis... assez petit. Je vais vous parler d'un livre que j'ai trouvé au Salon du Livre de Paris, parce que j'y allais quand j'étais en métropole. C'est Il était une fois la Réunion, que j'ai offert à mon fils. Donc il avait 4 ans à l'époque, et c'était une manière de lui présenter la Réunion, puisqu'il ne connaissait que pendant les vacances. Maintenant, il y vit, et voilà, que je trouvais ce roman merveilleux. Je n'ai pas rencontré la personne qui a écrit, j'ai rencontré l'illustrateur, Julien Lamanda. Donc je vais vous ouvrir un peu. Donc voilà, vous avez une belle dédicace pour mon fils, Marius. Et il présente en fait comment a été créée la Réunion, avec des très beaux dessins. Ouais. Et écrit aussi un peu, il y a un peu de créole dessus. Et je sais que quand je suis revenue du Salon du Livre, j'ai prêté le livre à la maîtresse pour qu'elle puisse présenter la Réunion aux autres enfants de la classe. Donc voilà, un très beau livre qu'on peut lire avec son enfant. Ça permet l'enfant peut découvrir comment s'est créée la Réunion de manière assez imagée et poétique. Voilà, donc aux éditions Orphi, qui est une maison d'édition locale. D'accord. Je ne sais pas si vous connaissez. Non, je ne connais pas, justement. Je regarde, j'essaie de voir un peu qu'est-ce qu'utilise comme élément l'auteur pour le tang. Bon, vous avez donc sur cette couverture le tang, bien sûr, vous le reconnaissez en marron, la tortue, tout le monde connaît. Le caméléon qui est là, et bien sûr le volcan que vous avez avec le dauphin. D'ailleurs, caméléon qui, dans l'histoire, celui qui va générer en fait la cohésion sur l'île. Parce que ce qui est marrant, ce que j'ai trouvé très drôle, c'est qu'il explique du coup comment l'île se crée et comment en fait l'océan, le vent, la mer se battent en fait pour prendre l'île, pour prendre possession de l'île. Et le caméléon propose de faire venir les humains et voilà comment il y a une sorte de cohésion qui se fait pour devenir après l'île de la Réunion. Non, c'est magnifique, et d'autant qu'aujourd'hui toute la géologie de la Réunion est aussi racontée pour ceux qui vont à la Cité du Volcan. Vous avez aussi une très belle je dirais qu'on a tout mis en place pour vous expliquer comment ça s'est fait. Oui. Parce que le premier volcan de la Réunion, c'était le Piton de la Fournaise. Sur le livre jeunesse aujourd'hui, à La Réunion, qu'est-ce qui se fait d'intéressant ?
Alors, j'ai commencé, en fait, ce que je vous expliquais la dernière fois, c'est que quand je suis arrivée à La Réunion, je voulais absolument découvrir les auteurs jeunesse. Et j'ai eu la chance, en fait, suite à un salon du livre, donc réunionnais, de rencontrer MD Merca. Pour la petite anecdote, elle faisait un atelier pour les enfants. Mon fils de 6 ans, qui est très timide, ne voulait pas trop aller, et elle a incité les enfants à créer un imaginaire et pour créer leur propre héros chacun. Donc mon fils en est sorti très content, donc j'ai décidé à sa suite d'acheter son livre, Carter Brims. Ce n'est pas de mon âge, donc ce que j'ai fait en fait, c'est que avec mon fils, tous les soirs, on essaye de lire. Je lui lis en fait 4 ou 5 pages. On n'en a pas fini, on a avancé un peu, et 4-5 pages pour qu'il découvre l'histoire de Carter Brims. Donc c'est intéressant parce que ça crée un dialogue entre nous, il me pose des questions, il s'intéresse beaucoup à Carter, il retient les personnages. Donc voilà, donc je voulais vous présenter voilà, Carter Brims, apprentie tueuse de dragons, une jeune fille de 14 ans qui rentre dans un nouveau collège pour créer une brigade pour tuer les dragons parce que voilà, à La Réunion, dans son imaginaire à elle, les dragons sont présents et il faut les combattre. D'ailleurs, elle a sorti le tome 2 il n'y a pas longtemps, elle fait beaucoup de dédicaces sur l'île. Donc je vous invite aussi à regarder la bande-annonce qu'il y a sur le tome 2 qui est très intéressant. Mon fils a regardé et qui aime beaucoup. Alors le tome 2, vous le voyez actuellement donc à l'écran. Vous avez donc ces images que nous a conseillé donc Gaël Guiton. Là, quand on parle de livre jeunesse, c'est de quel âge à quel âge? Ah, pour moi, ça peut commencer très jeune. À 3 ans, moi, à partir de 2 ans, mon fils, le soir, je lui lisais une petite histoire. Pas tous les soirs, parce que c'est quand il demande, mais voilà, lui faire travailler. Il y a beaucoup de livres pour les enfants à lire avec des images, avec on va dire, des messages assez forts, des beaux contes. Donc voilà, il n'y a pas d'âge. Il y a une chose qui est depuis tout à l'heure qui est quand même touchant, c'est de dire que les parents doivent faire la lecture à leurs enfants. Quand ils savent pas lire, oui. Mais j'ai un autre livre à vous proposer, toujours pour les vacances. Mon fils est en CP et j'ai découvert donc à la librairie, aux éditions Hachette. J'apprends à lire. J'apprends à lire. Il y a plusieurs niveaux pour la classe de CP. Donc en ce moment, c'est son premier livre qu'il lit tout seul. C'est assez émouvant de le voir le voir le soir, lire un peu, c'est une page. Et du coup, j'ai pris des classiques de chez Disney. Donc là, je lui ai pris le livre de la jungle pour le milieu de CP. Et je lui ai pris un troisième aussi, fin CP, quand il aura avancé dans son année de CP, pour qu'il puisse lire son premier livre. Donc c'est pas cher, on en a pour 4 euros. Et ça permet d'avoir son premier livre, d'avoir dans sa bibliothèque à 6 ans. Il y en a pour les autres classes aussi. Là, qu'est-ce qui est intéressant dans un livre dans un livre jeunesse? Est-ce que c'est la façon de raconter? Est-ce que ce sont les images? Est-ce que c'est la couleur? Comment aujourd'hui on construit un livre Jeunesse. pour les Alors, pour les plus jeunes, en fait, c'est bon, voilà, moi j'attache beaucoup au dessin, j'attache beaucoup au message qui est véhiculé. Voilà, à l'histoire. Bon, mon fils a beaucoup connu, en fait, je l'ai un peu baigné dans l'ambiance Disney, donc c'est pour ça que je lui avais pris le livre de la jungle, parce qu'il connaissait déjà un peu l'histoire. Il aime beaucoup Mowgli, donc voilà, et puis il y a des choses un peu drôles dans Carter Brims. Je sais il adore quand Carter raconte des bêtises, donc il rigole avec moi. Il me dit, oh, qu'est-ce qu'elle est drôle. Oh, elle va voir les dragons ou les nogars à un moment donné. Donc voilà, pour travailler un peu l'imaginaire, pour qu'après ils puissent en discuter à table ou dans un moment tranquille avant d'aller au lit. Voilà. Parce que, et je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est ce moment entre la mère ou le père Oui, parce que le papa aussi. Et l'enfant. Oui. C'est-à-dire que faire la lecture à l'enfant, lui donner envie d'écouter, d'entendre, Oui. de comprendre. Oui. Et ça, c'est... Quand on parle de livres de jeunesse, je crois que c'est peut-être ça qui arrête un peu les parents, c'est de dire, c'est à eux de faire la lecture. Au départ. Ça commence au départ avant qu'il sache lire. Et dès qu'il commence après, vous voyez, là j'ai pris un livre pour mon fils, il a 6 ans parce qu'il arrive au CP, il commence à apprendre à lire. Petit à petit, il va avoir ses propres livres que je vais essayer d'adapter à son niveau, parce que je ne vais pas lui prendre un livre plus haut, on va dire que ce qu'il sache déjà. Donc le but, c'est de lui donner envie, qu'il aime en fait. Et c'est pour ça que j'en ai pris d'autres livres pour vous montrer par rapport aussi à l'âge adolescent, de l'âge ado, pour dire que voilà, à cet âge-là, on peut avoir des livres intéressants à lire qui travaillent l'imaginaire ou qui peuvent parler de sujets de société et donner envie de lire du coup. Pas obligé d'aller sur des classiques.
Quels sont les auteurs les plus lus en matière de livres jeunesse à La Réunion? Alors, je peux pas vraiment vous dire parce que je ne les connais pas encore. Moi, je sais que j'ai découvert MD Merca et j'ai découvert Nicolas Arthur. Ça a été mon coup de cœur surprise de la semaine. Je l'ai fini cette semaine. Nicolas Arthur, donc là, on est plus sur adolescents, plus de 15 ans, 16 ans, des lecteurs peut-être confirmés. On est sur du fantastique. Ça se passe aussi à La Réunion en 2657. Oh, en tout cas, sur la couverture, on a l'impression que c'est des mangas. Oui, j'ai eu l'impression aussi de lire. En tout cas, je l'ai trouvé doué parce que plusieurs fois dans le livre, donc c'est l'histoire en fait de Réel. À 6 ans, il voit débarquer des extraterrestres qui viennent de la planète Bélem. Et 10 ans après, en fait, bon, il a grandi. 10 ans après, donc les Bélem et les Terriens vivent en communauté. Et Réel, en fait, va rentrer dans une nouvelle école qui prépare les élites qui font de la télékinésie. Et des dangers vont arriver autour de Réel. Donc il va, suite à s'entraîner à l'école, il va se découvrir. Donc on va apprendre que Réel est un personnage. Donc tout le long du livre, il y a beaucoup d'aventures autour de ce personnage. Vous voyez là. Et j'ai eu l'impression d'un certain moment d'action ça me faisait penser à Dragon Ball Z, en fait, des mangas que je voyais dans ma jeunesse. Et je trouvais que Nicolas Arthur peut-être un petit peu, d'ailleurs, il a un petit peu de Ken le survivant. Oui, Nicky Larson aussi, j'ai trouvé un petit, exactement, un petit côté. Et j'ai beaucoup aimé son imaginaire. J'ai beaucoup aimé son personnage, en fait, la manière qu'il fait évoluer son personnage. Ça a été une agréable surprise, en fait, quand je l'ai fini, le coup de cœur. C'est un ouvrage qui peut être mis dans la main de n'importe quel jeune. Il n'y a pas de Non, je pense il y a pas de violence, il n'y a pas de... il y a de la violence un peu, mais je pense que c'est plus d'après, pour moi, un lecteur confirmé, parce que comme il faut beaucoup faire marcher son imaginaire, il faut vraiment rentrer dans le cadre du roman, bien être centré, donc je pense que c'est plus un lecteur confirmé. Et après, il y a je vais parler d'un livre qui me tient très à cœur. En plus, ça touche un peu le sujet d'actualité. Lucky Losers de Laurent Malo. La petite histoire, c'est que je suis tombée sur cette couverture au Salon du Livre de Paris, toujours. Et j'ai bien aimé, moi, ces trois jeunes hommes-là qui ressemblent à rien, là, sur un mur, on dirait des prisonniers. Et Laurent Malo, en fait, dans cette histoire, c'est Sean, un ado qui habitait à Londres, qui débarque dans une ville de Bretagne, dans un lycée professionnel, et voit débarquer dans ce lycée les élèves d'une école privée. Et il y a une histoire de fille dedans. Sean va vouloir draguer cette jeune fille de la haute société et on va lui faire comprendre qu'il n'y a pas moyen parce qu'il est issu de la classe ouvrière, il ne pourra jamais toucher l'élite en fait. Et dans ce roman, Laurent Malo parle beaucoup de classe sociale en fait, de combat de classe sociale pour sortir un peu de... Dans ce roman, Sean va lancer un défi à 3 jeunes issus de l'élite et de grandes familles. Il va lancer un défi de les combattre, de les battre en fait dans leur sport à eux, qui est la natation, l'équitation et l'aviron. Ce qu'on pourrait considérer comme un sport de riche, donc en Bretagne, et pas un sport populaire. dire que l'aviron, et surtout à chaque fois, il y a ce duel entre Oxford et Cambridge. Voilà, l'élite en fait, les enfants. C'est vrai que c'est un peu guindé, je dirais, pour la plus proche de la famille royale et des nobles britanniques plutôt que des populaires du quartier des cités de métropole. Et du coup, ce que j'ai beaucoup aimé chez Laurent Malo, c'est que donc grâce à ces 3 petits jeunes là populaires, il y a un combat social et en fait c'est toute la ville qui va participer à ce défi parce qu'on va se rendre compte qu'il y a du chômage qui va arriver, des grandes entreprises qui ont décidé d'aller se décentraliser ailleurs et donc créer du chômage en fait. Et c'est toute la population qui va se mettre derrière ces 3 jeunes hommes alors que c'est un défi à la base pour une fille. Et qui sont derrière ces jeunes hommes et on voit que ça va plus loin qu'un défi pour une fille, qu'on va plus sur la lutte sociale. Ça m'a fait, et du coup, quand je voulais parler de littérature jeunesse, on repense aux Gilets jaunes, ce qui se passe, ou leur combat, ça m'a fait rappeler ce livre, et du coup, j'ai appris que Laurent Malo, normalement, ça devrait être un film. Je ne sais pas quand, mais il devrait sortir en film. Ce genre d'ouvrage qui parle souvent des
des jeunes en quête, dans des défis. Oui. Là, est-ce que l'influence sur la jeunesse aujourd'hui, elle est bonne? Parce qu'elle donne envie? Est-ce que les jeunes s'identifient rapidement à ces personnages? Je pense que les jeunes peuvent s'identifier. Je pense aussi que ce genre de livre, c'est ce que j'ai mis dans ma critique, c'est un roman intergénérationnel. C'est que l'ado va le lire, va en parler à ses parents, leurs parents vont le lire et ils vont en discuter entre eux. Voilà. C'est un ouvrage aussi, l'ado peut s'identifier. L'adulte peut se dire ça me rappelle mon époque où il y avait les populaires et tout. Donc voilà, c'est des romans qui parlent pour moi, qui véhiculent des messages, beaucoup d'espoir. Il y a des messages très forts et voilà. D'ailleurs, le titre est assez paradoxal. Lucky Loser, oui. C'est des chanceux perdants ou des perdants chanceux. C'est ça, oui. Ça reste, je veux dire que finalement tout est à faire ou à parfaire. Oui. Mais quelque part aussi, on le voit, il faut toujours créer le paradoxe pour que la personne qui va lire essaye non pas de s'identifier forcément par rapport au héros, mais aussi surtout de faire un parallèle avec sa vie. Oui, on fait. Il m'arrive assez régulièrement, pas dans le fantasy, mais assez régulièrement de faire un parallèle avec ma vie, ce que j'y ai autour de moi. Oui. Et c'est vrai que beaucoup de romans peuvent interpeller. Je trouve que ça se touche beaucoup sur la littérature jeunesse, adolescente, où des romans interpellent. J'ai l'impression que les auteurs dans la littérature jeunesse s'engagent un peu plus, en fait. Soit donnent un message d'espoir, soit alerte, parce qu'on peut avoir aussi des romans sur le harcèlement scolaire. J'en ai lu plusieurs, ou la manière où amène l'auteur, mais ça, voilà, la personne qui est derrière, si elle vit cette situation, ça peut l'amener à réfléchir, ça peut jouer dans sa vie. Là, aujourd'hui, on le voit, on n'arrête pas de créer tout ce qui est livre jeunesse. Oui. On essaye vraiment de faire des livres pour les enfants, pour les inciter à lire, pour leur donner du plaisir, surtout à la lecture. Est-ce que à force justement de trouver les astuces pour les amener à lire, est-ce que parfois on ne néglige pas un petit peu le fond même du livre? Est-ce qu'on n'oublie pas un petit peu que ça doit rester un ouvrage qui permet de s'évader, qui permet d'apprendre à lire, d'apprendre à écrire? Est-ce qu'on n'en fait pas trop? N'importe quel sujet, voilà. Là, pour moi, c'est très bien écrit, on s'évade. Et en plus, on peut, voilà, l'orthographe, c'est bien écrit. Donc, voilà, il faut pas stigmatiser, en fait. Je pense que, moi, je dis toujours que si l'auteur écrit bien, si l'auteur ne fait pas de fautes, s'il y a pas de problème de syntaxe, le sujet qu'il veut apporter, l'enfant, l'ado qui est derrière, il sera content. C'est une manière de lire. Voilà, on n'est pas obligé de... Il n'y a pas de volonté de nuire, en tout cas, où que ce soit. Non, parce que franchement, même je vois sur les romans sur le harcèlement scolaire, à aucun moment l'auteur nuit. En fait, non, il transmet un message. Je repense Les Petites Reines de Clémentine Beauvais. Je ne l'ai pas là, mais c'est un roman qui traitait de le harcèlement scolaire. Mais elle a fait d'une manière tellement humoristique, tellement bienveillante, qu'on en ressort de là, on se dit... voilà, on savait que le sujet était grave. Moi, je l'ai lu, le sujet, il est grave. Mais elle l'a fait d'une manière tellement simple, délicate, bienveillant. On se dit, oui, c'est... Voilà. Elle a su en faire un ouvrage... sortir en tout cas des postures habituelles. Voilà, elle aurait pu faire un roman dramatique, non. Ces trois jeunes filles, en fait, dans un collège où on élise les boudins de l'année. Excusez-moi, mais ça me fait à chaque fois que j'en parle, ça me fait rire parce qu'elle l'apporte tellement bien, Clémentine Beauvais, dans ce livre. Donc voilà, c'est le concours des 3 boudins et une année. Et la petite Mireille, ça l'embête d'être le boudin de l'année. Et elle décide avec les 2 autres boudins. Je dis, mais parce que c'est pris avec beaucoup de bienveillance, hein, je me permets de le dire. Et parce qu'elle le dit tout le long du livre, hein, et elle dit, voilà, on va faire Port-en-Bresse, si je me trompe bien, la ville, jusqu'à Paris, pour aller à l'Élysée et vendre des boudins tout le long du périple, pour aller voir le président et le ministre, pour dire, voilà, il faut arrêter. C'est une manière originale de parler de harcèlement, alors que le sujet est grave, hein, mais c'est une manière, voilà, de parler du harcèlement scolaire avec beaucoup d'humour, de finesse, sans se moquer des personnes. J'allais dire avec un brin de dérision. Voilà. Donc la vente des boudins, m'a fait beaucoup rire dans ce livre. Je le conseille vraiment fortement, ce livre. Il va nous rester quelques secondes pour présenter les autres livres. Alors les autres livres, j'hésite. Alors un dernier bouquin. Un dernier bouquin. Alors je vais vous... voilà.
La fille d'avril, parce que certains entendent bien, après la journée de la femme, la fille d'avril, c'est Catherine, la grand-mère, et Isia, qui cherchent une robe qui a appartenu à Catherine. Quelle est cette robe? On ne sait pas, on le saura au fur et à mesure. Et Catherine tombe sur une boîte. Et en ouvrant cette boîte, Catherine va raconter ce qu'elle a vécu à partir de septembre 1966 jusqu'avant avril 1968. Tout le monde connaît la révolte qu'il y a eu en mai 68, mais ça se passe un petit peu avant. Et donc, on verra, en fait. En fait, dans ce livre, Annelise Hortier a utilisé l'histoire véridique de Catherine Switzer, que je ne connaissais pas. C'est une marathonienne qui a voulu faire le marathon de Boston et a été refusée. Et elle a utilisé cette histoire pour créer son personnage de Catherine. Donc Catherine, qui est née de la famille, doit être habillée en jupe tout le temps, n'a pas le droit d'avoir des serviettes hygiéniques, n'a pas le droit de parler aux garçons, n'a pratiquement plus le droit d'aller à l'école parce qu'il faut qu'elle aille travailler pour gagner des sous. Et donc Catherine va raconter son histoire et qu'elle va expliquer qu'elle avait envie que d'une chose, c'est de s'évader et de s'évader en courant. Chose qu'on n'avait pas le droit parce que les femmes n'avaient pas de basket à l'époque. Et j'ai trouvé cette histoire vraiment, vraiment sympa aussi, pareil, pour avoir un moment à partager avec sa mère ou sa grand-mère après avoir lu ce livre, poser des questions, des choses qui pour nous semblent naturelles, comme porter un pantalon, qu'on sait qu'on apprend qu'en 1966 c'était pas vraiment possible. La femme n'avait pas le droit de courir parce qu'elle pouvait perdre son utérus, ce que j'ai appris dans le livre. Oui. Ou sa virginité aussi. Ou sa virginité, ça elle n'en parle pas. Oui. Mais voilà, des petits sujets. Et il y a quelque chose qui m'a vraiment touchée dans ce roman, qui m'a interpellée, c'est qu'à un moment, Isia, elle dit à sa grand-mère, tu te rends compte, à ton époque, tu étais obligée de porter des jupes parce que sinon tu n'étais pas considérée comme une femme. Mais moi, à mon époque, je porte une jupe. On va me considérer comme une fille facile. Donc voilà, ce petit débat qui nous rappelle un peu notre époque aussi. Hein. Voilà, j'ai beaucoup aimé ce roman. Merci en tout cas, Gaëlle Guiton, c'est toujours un plaisir. J'espère qu'on va avoir d'autres moments comme ça. Oui. On va pouvoir continuer à parler de livres, oui. Puisque d'une façon ou d'une autre, je pense que le plaisir, la passion, c'est également de pouvoir feuilleter un livre et de pouvoir le lire. Oui. Merci. Bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. La Réunion, les Lalles. La Réunion, les Lalles. La Réunion, les Lalles.